Aujourd'hui, au Balado Sportaid, tête à tête avec une invitée que nous attendions. On est vraiment très heureux de la recevoir directement de la France, Madame Charlène Favier. Puis on va se tutoyer parce qu'on a eu l'occasion de discuter ensemble. Mais là, pour les besoins de la présentation, donc Madame Charlène Favier, réalisatrice du film Slalom. Donc, on va pouvoir en parler plus longuement à l'intérieur de cette discussion ensemble. Mais un film donc qui a retenu l'attention à Cannes, qui a été présenté brièvement pendant le confinement, entre les confinements ici au Québec, qui n'a même pas encore été lancé en France, mais un film donc qui relate la malheureuse expérience d'une jeune sportive qui a vécu donc des violences sexuelles dans son parcours sportif. Alors, Charlène, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. C'est très apprécié, d'autant que on le sait que pour des gens qui ont été victimes de sévices ou de violences, c'est pas toujours facile, c'est rarement facile de vouloir s'exprimer sur ce passé qu'on veut jamais refaire, ressasser. Mais toi, tu le fais dans un film et on aimerait ça que tu nous en parles. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir raconter ce qui t'est malheureusement arrivé dans un film? Alors, bon, déjà, j'ai pas raconté exactement ce qui m'est arrivé et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi la fiction, c'est-à-dire qu'après, je raconte l'histoire de Lise, qui est pas exactement mon histoire. Et d'ailleurs, mon histoire, finalement, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai voulu mettre dans le film et ce que j'ai voulu raconter avec ce film. Mais c'est vrai que quand même, dans ma vie d'adolescente puis de jeune femme, il y a des choses que j'ai expérimentées et qui ont laissé quand même des empreintes indélébiles sur ma manière d'être, de fonctionner, de vivre. Et sans vraiment, pendant des années, finalement, que je comprenne où était le problème quand même. Surtout que moi, je suis quelqu'un d'enthousiaste, d'optimiste, de très active, donc j'ai toujours tendance à contourner les choses. Mais quand on a un mal-être comme ça, il revient sans arrêt et on a du mal à faire un face-to-face avec sa problématique, quoi. Et finalement, le cinéma que j'ai trouvé, enfin qui est arrivé sur ma route quand j'avais à peu près 20 ans, il m'a déjà sauvée à ce moment-là parce qu'il m'a permis de canaliser une énergie et peut-être aussi justement un espèce de mal-être dont j'arrivais pas vraiment à définir et finalement l'outil du cinéma sans que je le conscientise vraiment, ça m'a permis d'essayer de comprendre en fait qui j'étais. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait des films au début. C'était un peu des films à chaque fois qui étaient des autofictions. Alors c'était toujours un peu moi, mais à chaque fois qu'on me protégeait, c'était aussi un personnage qui avait un autre nom. Les choses étaient un peu différentes, mais elles étaient quand même un peu très inspirées de ma propre vie. Et à chaque fois, il y avait des héroïnes comme ça, entre 15 et 20 ans, qui vivaient des choses, souvent des expériences un peu initiatiques, avec souvent un homme plus âgé, souvent des problèmes relationnels. À certains moments, on le voit dans Free Fall, qu'un film où c'est Liberté qui vit dans une caravane. Elle va commencer à prendre de la drogue pour essayer de fuir quelque chose, et puis elle va essayer de se libérer de ça, essayer de se trouver. Dans Omessa, c'est l'histoire d'une jeune femme qui retourne voir son père et qui essaye de savoir qui elle est vraiment par rapport à son passé. On sent qu'elle a des relations avec les hommes compliqués. Bref, à chaque fois, il y avait un peu ça, mais c'était pas très clair parce que moi-même, j'avais pas compris ce que je voulais dire. Et donc, c'est tout plein de courts-métrages que j'ai fait où j'ai appris à faire du cinéma et où petit à petit, j'ai commencé à apprendre ce que je voulais raconter et qui j'étais, en fait. Et Slalom, il arrive au bout de 7 ans, 6-7 ans de travail sur moi, mais de manière grâce au cinéma, d'apprentissage avec le cinéma. Je mets toute mon énergie là-dedans. Ça me sauve aussi parce que du coup, ça m'évite de réfléchir à autre chose. C'est-à-dire que tac, j'ai trouvé un but, j'y vais à fond. Et puis quand en fait, je suis prise un moment dans un atelier d'écriture à la FEMIS, qui est une école de cinéma. Et là, c'est un atelier où pour rentrer, c'est très dur, il y a un concours et tout ça. Je pensais pas être prise, je suis prise. Et là, il faut que j'écrive un long. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire, quoi? J'ai pas. Et puis ça revient, toujours les mêmes choses, cette jeune héroïne. Et puis là, d'un seul coup, j'avais de l'aide autour de moi pour creuser vraiment ce que je voulais raconter. J'avais mes camarades d'atelier, j'avais un scénariste qui était là pour nous guider et tout ça. Et en fait, c'est pendant cet atelier que d'un seul coup, les choses sont remontées à la surface et que je me suis mis à écrire Slalom.
Et je me suis mis à écrire slalom sans comprendre ce que j'étais en train d'écrire, en fait. Et d'un seul coup, l'écriture de slalom, c'est devenu un espèce de truc obsessionnel. C'est-à-dire, j'écrivais cette histoire. Alors, j'avais de l'aide, heureusement, j'ai été aidée par plein de gens et tout, mais j'avais quelque chose de très fort qui me poussait dans l'écriture, un truc un peu fou, quoi. C'était une expérience un peu presque mystique, quoi. Et en fait, je pense que d'un seul coup, j'étais prête. J'étais prête pour regarder à l'intérieur de moi et mettre le doigt sur certaines choses. Et en même temps, je pense que j'avais cette envie très forte de me dire, si je fais un long métrage, il faut que ça soit utile. C'est-à-dire, il faut que je raconte quelque chose qui soit utile, qui aide les autres. Tu avais cette motivation-là? Tu le sentais? Ouais, j'avais très envie. Pour moi, parce que ça a été tellement dur pour moi d'accéder au cinéma qui n'était pas du tout mon milieu. J'avais pas fait d'études, pas des parents là-dedans et tout ça. Que je me disais, bon, maintenant que je suis là, j'ai intérêt de raconter un truc qui est fort, quoi. Je vais pas faire un petit bidule, une petite comédie, quoi. Pour moi, j'étais là, maintenant que je suis un peu près arrivée là où je veux être, j'ai intérêt de faire quelque chose qui ait du sens, quoi. Et voilà. Et donc, je me mets à écrire cette histoire. Il y avait évidemment l'envie très forte aussi de placer cette histoire à Val d'Isère, dans la station de ski où j'ai grandi, parce que j'ai grandi dans cette station de ski. J'ai moi-même fait du ski de compétition. Et le ski, c'est un sport que je trouve, que j'adore. Et la vitesse, l'adrénaline, le vertige, enfin, je trouvais ça génial de mettre ça dans un film. Et puis, évidemment, il y avait cette quête identitaire de cette jeune femme et évidemment, la relation entraîneur-entraîné et cette histoire d'emprise et cette histoire d'abus. Mais en fait, cette histoire d'emprise et d'abus, finalement, c'est les autres qui travaillaient avec moi dans mon groupe d'atelier, mon producteur, tout ça, une fois que j'avais trouvé un producteur, qui m'ont dit, mais Charlène, tu te rends compte que tu es en train d'écrire un film qui parle des abus sexuels dans le sport? Et moi, j'ai dit, ah bon? Vous êtes sûre? C'est-à-dire que je ne m'en rendais même pas compte, quoi. C'était un truc. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, j'ai presque eu peur, j'ai presque voulu arrêter, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, oulala, non, mais je vais pas. Oh, d'un seul coup, j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur de raconter cette histoire. J'ai eu peur. T'avais peur qu'on ne te croie pas? T'avais peur que les gens n'identifient pas ce sujet comme étant quelque chose de réel? Non, oui, il y avait ça, mais j'avais peur de m'exposer en racontant. Il y a la honte aussi. Mm-hmm. Finalement, il y a toujours ce truc, en fait, où Enfin, il y a tout ça, quoi. Il y avait la honte de raconter ça par rapport aux parents, par rapport à plein de choses. Peur aussi par rapport... Enfin, voilà, il y a plein de choses, quoi. Il y avait une peur très forte, quoi. Et finalement, on m'a beaucoup aidé et poussé. C'est mon producteur, Édouard Moria, qui m'a énormément accompagné. C'était presque un accompagnement psychologique, franchement. C'était presque une thérapie, quoi. Il m'a vraiment aidé à accoucher et à assumer ça avec le cinéma. Et ça m'a fait d'ailleurs énormément de bien. Ça m'a pris 5 ans, on va dire, entre le début et la fin la sortie les avant-premières du film. Tout ça, ça a été 5 ans de ma vie où je me suis métamorphosée, quoi. D'ailleurs, en faisant le film, j'ai fait une thérapie aussi à côté. Enfin voilà, ça a débloqué plein de choses, quoi. Est-ce que c'est ce à quoi tu faisais référence quand précédemment tu as mentionné « je n'avais pas compris, je ne comprenais pas ». Est-ce que c'est pendant la production, la rédaction de ton scénario que tu as compris? Et si tel est le cas, qu'est-ce qu'on pourrait dire à des victimes qui vivent des choses comparables et qui ne comprennent pas, et qui ne comprennent peut-être pas ce qui leur arrive? Je ne sais pas ce que je peux leur dire parce que c'est quelque chose de très personnel quand même. J'ai pas envie d'être non plus. Je suis pas médecin, je suis pas spécialiste des abus sexuels. J'ai écrit ce film. Moi, je me suis soignée comme ça. Ça a été ma manière de le faire. Mais après, chacun doit trouver sa propre manière de le faire. Ça peut être il y a plein de façons, quoi. En tout cas, ce que je peux dire aux personnes, c'est que ça m'a énormément libérée. C'est-à-dire finalement d'arriver à verbaliser de la manière dont j'avais envie. Parce qu'après ce film, moi, j'ai pas vécu ça dans le ski, par exemple. J'ai fait beaucoup d'autres sports. J'ai vécu ça dans un autre sport que j'ai pas envie de nommer. Okay. J'ai pas vécu ça dans le ski. Après, je l'ai mis dans le ski parce que le ski, c'est un sport que j'aime, qu'il y a de la compétition, que j'ai fait de la compétition aussi dans ce sport. Voilà. Donc, on s'en fout, en fait, de la manière dont... ça peut être
Ça peut être faire une peinture, ça peut être raconter une histoire qui parle de ça sans vraiment parler de ça, ça peut être relire Le Petit Chaperon Rouge, ça peut être, tu vois, ça peut être plein de choses, quoi. Mais l'important, c'est à un moment d'arriver à comprendre. En fait, ce que j'ai compris, voilà, c'est ça. J'ai compris que j'avais été victime. Et j'ai compris que pour arrêter d'être dans la victimisation, qui est quelque chose qui nous empêche d'avancer et de s'épanouir dans la vie, il faut comprendre qu'on a été victime. Et à partir du moment où on comprend qu'on a été victime, on peut enfin s'en libérer pour devenir autre chose qu'une victime, pour devenir une femme forte, une femme libre. Et c'est aussi c'est moi ce que j'ai vécu vraiment pendant toute et réalisation de ce film. Et c'est aussi finalement ce que vit Lise. C'est-à-dire que Lise, elle est victime, mais elle s'en rend pas compte. Dans le film, elle s'en rend pas compte parce qu'elle sait pas, elle a 15 ans, elle sait même pas que c'est un abus. Elle sait pas ce que c'est que l'amour. Même elle dit à un moment, je veux que tu restes avec moi, je veux rester avec toi, m'abandonne pas. Et puis à un moment, son corps lui renvoie des signaux et lui dit, ça va pas en fait. Il y a un truc qui est malsain là. En fait, tu es victime de quelque chose. Et à partir du moment où elle le comprend, elle arrive à s'en libérer. Et en fait, c'est ça qui est vachement important. C'est un peu bizarre dans le processus, mais c'est vraiment comme ça, en tout cas, que moi, ça a démêlé le nœud qui m'empêchait d'être une femme forte et une femme libre et une femme épanouie et voilà quoi. Et le geste que pose la skieuse à la fin du film, c'est-à-dire de renoncer à aller plus loin avec cet entraîneur-là, est-ce que c'est un geste que toi t'as posé? Oui, bien sûr. Oui. Alors, moi, j'ai pas posé le non. J'ai pas été capable de verbaliser ce non. Et je pense que c'est très dur en vrai de verbaliser ce non. J'avais très envie dans le film parce que justement, on est dans du cinéma, on est dans de la fiction et on a le droit d'aller un peu ailleurs par rapport à la réalité. J'avais envie que mon héroïne de 15 ans, elle ait cette force-là à la fin du film pour qu'on sorte du film avec une force, sa force, avec une sagesse, avec tout ce que moi, j'avais pas eu à son âge et que j'ai mis beaucoup plus de temps à comprendre finalement. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai arrêté la compétition à 15 ans. Toute la compétition en ski, la compétition en ski nautique, j'ai fait d'autres sports, le piano que je faisais à outrance, j'ai arrêté, j'ai tout arrêté à 15 ans. Et c'est aussi là où quand j'ai écrit ce film, je me suis dit pourquoi. Parce que c'est marrant, à chaque fois, il y a des films de sport avec des ados, voilà, donc c'est difficile. Puis finalement, ils réussissent, fin du film, tout le monde est content et tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi on ne fait jamais un film sur les ados qui arrêtent? Pourquoi ils arrêtent à 15 ans? C'est quand même bizarre. Je sais qu'ils sont nombreux, là. On se pose jamais la question. On se pose jamais la question. Ils arrêtent. Moi, mes parents, ils se sont pas posé la question. J'ai arrêté du jour au lendemain tout. Ils se sont dit, ah, elle fait un caprice, quoi. Ils se sont pas dit, ah, tiens, c'est bizarre quand même, elle arrête du jour au lendemain. Il y a un moment, il faut regarder les choses en face. Et c'est aussi ça. Moi, j'avais envie de dire aux gens, moi, je vais vous montrer pourquoi certains enfants à l'adolescence, ils arrêtent. Parce qu'il y a des choses graves qui se passent et qu'on n'ose pas les regarder. Et personne n'ose les regarder. Ni la famille, ni l'institution, ni l'école. Et ça, c'est problématique. Donc, vu que personne n'ose le regarder, eh ben, moi, je vais vous montrer. Et à partir du moment où vous êtes assis dans la salle de cinéma, vous êtes obligé de regarder ce qui va se passer et vous allez le vivre avec elle. Comme ça, au moins, parce que moi, j'en avais marre. On comprend pas. Ben là, vous allez comprendre. Ça va être simple, clair et net. Tu vois, il y avait un truc un peu, parce que moi, c'est mon caractère, quoi. Bon, bah, vous comprenez pas, vous voulez pas m'écouter, mais je vais le dire quand même. Mais le message est fort pour les parents parce que, et c'est une réalité, c'est souvent ce que l'on entend, et les agresseurs identifient bien souvent leurs victimes de cette manière-là. Les parents qui sont peu ou pas présents, les parents qui ne sont pas à l'écoute, et c'est clairement ce que l'on voit dans le film. Les parents sont pas présents. La maman laisse même la jeune fille aller habiter chez son entraîneur qui est son agresseur. Il y a absence d'écoute. Alors, c'est vraiment un message important et qui est en lien vraiment avec la réalité que vivent ces victimes. Mais j'aimerais que tu me parles un petit peu, moi, il y a eu de bonnes critiques. Dans l'introduction, j'ai mentionné qu'il était une sélection de Cannes. Bravo, vraiment. Mais comment il a été reçu de la critique, ton film? Franchement, il a été super bien reçu. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai mis toute ma passion dans ce film, toute ma force, toute mon énergie. J'ai une équipe incroyable. Enfin, ça a été un moment magique de faire ce film au-delà de tout ce que j'ai compris sur moi, sur tout ça. Enfin voilà, ça a été génial. Mais on ne sait pas. On s'attend à. On sait pas à quoi s'attendre. Et c'est vrai que là, les critiques ont été dithyrambiques et elles ont été exceptionnelles en France, mais elles ont été encore plus exceptionnelles aux États-Unis, parce que le film a eu une petite sortie aux États-Unis et on a eu 100% de critiques positives sur Rotten Tomatoes. Wow.
New York Times, The Guardian en Angleterre. Enfin, tout le monde a salué vraiment la performance des acteurs, la photographie du film, le message et tout ça. C'était très important aussi pour moi de faire un vrai film de cinéma. C'est-à-dire que je faisais pas juste, sinon j'aurais fait un documentaire ou j'aurais écrit un bouquin sur mon histoire. Non, j'avais aussi envie de faire un vrai film de cinéma. J'aime l'esthétisme, j'aime énormément la mise en scène, j'aime l'art. Comme je te le disais tout à l'heure, l'art, c'est quelque chose qui a été très important dans mon enfance. Et donc, au-delà du sujet, j'avais envie de faire un voyage sensoriel, j'avais envie de travailler la mise en scène. Et je suis ravie parce que les critiques parlent autant du sujet que de la mise en scène, des couleurs que j'utilise, de la performance des comédiens et tout ça. Donc non, je suis comblée. Et puis, ce qui me fait énormément de bien aussi, c'est de voir film va être utilisé de manière très différente par les institutions. Le ministère des Sports m'a fait intervenir plusieurs fois lors de formations, justement pour former les entités, les professionnels pour la lutte contre les violences dans le sport. La Ligue des droits de l'homme a utilisé le film. La Suède va projeter le film dans toutes les écoles. On a plein de fédérations sportives. La fédération Comité de Savoie de ski va utiliser le film aussi pour montrer aux entraîneurs et aux athlètes ce qui peut se passer. Et c'est là où je suis très heureuse, c'est que c'est un film que tout le monde peut regarder. Les adolescents, les parents, les entraîneurs. Parce que les entraîneurs aussi, moi, je ne crache pas, je ne pointe pas du doigt les méchants entraîneurs. Moi, je suis prof de sport, donc je sais ce que c'est que d'être prof de sport aussi. Ce qui est problématique, c'est qu'il n'y a pas de formation. C'est-à-dire qu'on ne montre pas aux entraîneurs ce qui peut se produire, c'est-à-dire ces quiproquos qu'il peut y avoir entre une jeune adolescente, un jeune adolescent et un adulte. Et ça, c'est important. Et donc, si mon film, justement, il peut servir de guide, de boîte à outils pour les adultes aussi, pour leur montrer ce qui peut se passer et pour qu'on puisse éviter que, justement, ça se produise, ces horreurs se produisent, tant mieux. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est super. Et je me souviens d'ailleurs à la fin, j'ai plein de trucs qui me viennent là, mais à la fin d'une avant-première, j'ai fait plein d'avant-premières en France. Et j'ai fait pas mal d'avant-premières en Rhône-Alpes, là où j'ai tourné le film. Et il y a beaucoup de clubs sportifs en Rhône-Alpes. Il y a toutes les stations de ski, il y a aussi beaucoup de... Bref, et donc il y a pas mal d'hommes qui venaient me voir à la fin de la projection du film, des entraîneurs aussi des fois. Et ils venaient me chuchoter un peu à l'oreille en me disant « Tu sais, Charlène, je vais t'avouer quelque chose. Je me suis reconnue dans Fred. Je me suis reconnue dans cet entraîneur parce qu'en fait, ça arrive tout le temps, ces situations-là. Et ton film, il m'a redonné la petite boîte à outils que j'avais oubliée pour me dire ça, j'ai le droit, ça, j'ai pas le droit. Et si ça arrive, c'est comme ça qu'il faut que j'agisse. Et du coup, je trouve que c'est génial, quoi, parce que c'est important aussi que ce film, il parle aux hommes, aux entraîneurs et pas à tout le monde, quoi. C'est un film qui parle à tout le monde. C'est un film que j'ai fait pour tout le monde. Et j'aime bien l'image de l'oubli de la boîte à outils. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les entraîneurs oublient ça et qu'on doive maintenant leur rappeler avec des outils comme ceux-là? Parce qu'on ne leur a même pas donné la boîte à outils. Et il est là le problème. C'est-à-dire qu'on ne leur a même pas donné la boîte à outils. Moi, j'ai 2 brevets d'état de sport. D'accord ? Donc, j'ai fait la formation continue en France, il y a une formation continue. Et puis ensuite, il y a des formations spécifiques en fonction de la discipline sportive qu'on veut enseigner. Sur le tronc commun, ce qu'on appelle le tronc commun, à aucun moment on nous parle de ça. À aucun moment, la question de l'emprise, de l'abus de pouvoir, de l'intimité, n'est abordée dans les formations de profs de sport. C'est quand même un énorme problème. C'est-à-dire comment peut-on éviter ce genre de problème si on ne les nomme pas? Si on ne les nomme même pas. C'est-à-dire que donc je pense que le problème, c'est de la créer, cette boîte à outils. Parce qu'en fait, on ne l'a pas créée, cette boîte à outils. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, le sport, on ne regarde que les médailles, on ne regarde que ce qui brille, on ne regarde que l'argent. Il y a beaucoup d'argent aussi avec le sport. Et finalement, on oublie le reste. On oublie complètement le reste et on se dit, en fait, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on se dit, on s'en fout de comment ils ont fait pour y arriver. L'important, c'est qu'ils y arrivent. Parce que je me souviens quand j'ai fait des repérages
pour mon film. Et j'ai quand même rencontré des entraîneurs, des athlètes, parce que je me suis dit, bon, moi, ça a quand même pas mal changé à mon époque, donc je voulais voir si les choses avaient évolué. Donc, déjà, je me suis rendu compte que les choses n'avaient pas évolué. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que tout le monde comprenait ce que j'étais en train de raconter, alors que je disais pas trop, parce que j'avais peur qu'on me mette des bâtons dans les roues. Donc, j'ai essayé une histoire d'amour. Voilà, je racontais un peu j'essayais d'enjoliver les choses pour pas qu'on m'empêche de faire le film. Mais tout le monde comprenait ce que j'étais en train de faire. Et il y a même des entraîneurs qui me disaient, Charlène, mais ça marche. Donc, au final, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on on en est là, quoi. C'est-à-dire que pour plein de gens, oui, ça arrive tout le temps. Ils me disaient, oui, ça arrive tout le temps. Elle est couchée avec machin, son entraîneur, oh, bâtard. Mais bon, ça marche. L'important, c'est qu'elle fasse des problèmes. Et là, là, on voit l'ampleur du problème, quoi. C'est-à-dire qu'on est prête à tout pour mettre des jeunes sur des podiums, quoi. Et c'est ça qui va pas, quoi. Quand je t'entends dire ça, la question qui me vient, c'est quelle relation tu gardes avec le sport maintenant? Comment vois-tu le sport au lendemain de ton expérience à toi comme sportive, au lendemain de cette réalisation d'un film qui relate ce que tu as vécu, et aussi, pendant la production du film, comme tu le mentionnes, tu t'es aperçu que les choses n'avaient pas changé. Quelle relation tu gardes maintenant avec le sport? Étrangement, je garde quand même une très bonne relation avec le sport. Parce que le sport a quand même été très important dans ma construction et dans ma vie. C'est-à-dire que oui, j'ai vécu certaines choses que je n'aurais pas dû vivre dans le sport, mais j'ai aussi vécu plein de très bons moments dans le sport. Je viens d'une famille très sportive. Ma maman était prof d'équitation, de tennis, de ski. Mon papa est un grand sportif aussi. Je pratique beaucoup en famille. Encore aujourd'hui, on se retrouve dans hors-piste, on fait de la rando tous ensemble avec mon père, ma maman qui a 75 ans, on fait beaucoup de randonnées, mon père fait énormément de vélo. Enfin voilà, donc il y a quelque chose qui est pour moi important dans mon équilibre et qui m'a aidée aussi même dans mon parcours de cinéaste parce que il y a quand même des valeurs qui sont super dans le sport. Et dans la compétition, si c'est bien fait. C'est-à-dire que moi, le fait d'avoir fait quand même un peu de compétition et donc du coup de m'être entraînée beaucoup enfant, j'ai appris à être pugnace, à me relever même après un échec, à recommencer, à sentir mon corps, à sentir aussi quand j'ai des petits coups de mou, allez hop, je vais me faire un petit coup de sport, ça va me redonner de l'énergie. Et toutes ces choses-là, finalement, elles m'ont énormément servi parce que peut-être que je n'aurais pas fait tout ça. Peut-être j'aurais baissé les bras, quoi. Parce que c'est difficile de faire un premier long métrage quand on vient pas de signer. Peut-être que j'aurais baissé les bras. Pourtant, des refus, j'en ai eu plein de scénarios et j'y suis retournée. J'ai dit, c'est pas grave, je corrige, je reprends. C'est ça qu'on apprend. Je me souviens quand je faisais du ski nautique et que je préparais mon brevet d'état de ski nautique, je faisais de la figure. Il y a 3 disciplines en ski nautique, du saut. Il y avait saut, slalom, figure. Les figures, on refait des 360 et on les refait et on tombe et on recommence et on tombe et on essaie de corriger. Ok, donc là, j'ai trop tourné mes épaules. Il faut que j'ai trop baissé la tête. Il faut que je regarde loin devant. Et puis petit à petit, on y arrive. Donc c'est la même chose dans la vie. Mon scénario, j'ai compris qu'il fallait que je retravaille ça. Comme ça, je savais pas encore écrire très bien ces personnages. Voilà. Donc ça, c'est quand même super important, quoi. Donc je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport. Par contre, j'ai quand même un problème avec la compétition. C'est-à-dire que moi, je ne fais plus du sport plaisir. Ça ne m'intéresse pas du tout de faire Je cours, mais j'ai pas du tout envie de faire de trail, de compétition, voilà. Je cours pour moi. Je cours avec mon amoureux pour partager ce moment. Je skie avec mes amis. Je vais nager seule. Voilà, je vais faire du sport avec mes copines. Je vais faire du surf avec voilà. C'est ça que j'aime. J'aime le partage. Et c'est un peu ce que je reproche. Ce que je reproche d'ailleurs dans les fédérations sportives, c'est qu'en général, il y a le sport loisir, qui est un petit peu bidon, quoi. Laissé pour compte. Et puis, il y a le sport compétition. Alors là, il n'y a que la compétition et tout ça. Et il y a plein d'enfants qui n'ont pas envie de faire de la compétition, mais qui ont envie de faire un peu plus que du sport loisir. Et ça, on leur propose, il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas d'entre-deux.
Et ça, c'est problématique parce que je pense quand même qu'on peut rentrer dans une rigueur d'entraînement en s'amusant, en étant dans la curiosité, en partageant des choses avec les autres, sans que ça soit pour autant justement ce qu'on voit dans le film, lève-toi, plus vite, t'es nul. Non, on peut aussi donner envie à nos enfants à faire du sport de manière régulière, d'avoir des objectifs, en étant dans quelque chose de quand même beaucoup plus joyeux. Et c'est ça où je pense qu'il y a quand même aussi des choses à revoir dans les propositions en fait qui sont faites aux jeunes et aux moins jeunes aussi d'ailleurs. Et si tes enfants voulaient faire du sport performance un jour? Bon, déjà, j'ai pas d'enfants, mais le jour où j'aurai des enfants, je pense pas du tout que je leur interdirais de faire du sport performance entre guillemets. Par contre, j'essaierai de choisir un club où l'entraîneur ou la coach sportive c'est une femme et quelqu'un de joyeux, de sain. Il faudrait que ce soit une coach sportive féminine? Non, pas forcément. Non. OK. Non, je sais que sur un entraîneur, OK. un homme, j'essaierai. Par contre, je ferai attention. Et j'aurais envie que la personne qui va s'occuper de mes enfants et les pousser dans un sport, ça soit quelqu'un qui soit ouvert d'esprit, qui soit sain, qui soit joyeux, qui soit qui soit dans l'ouverture à l'autre et qui soit pas dans l'aigreur, dans la méchanceté, voilà, j'essaierai dans l'étroitesse d'esprit parce qu'on trouve ça dans le sport malheureusement. Il y a plein de gens dans le sport qui sont un peu étroits d'esprit, qui sont un peu durs, qui sont eux-mêmes frustrés, c'est des anciens champions frustrés, donc ils trimballent leur frustration comme ça, qui rebalancent sur les jeunes. Ça, par contre, non. Ça, je changerais de club immédiatement. Et quand je t'entends dire, comme parent, j'essaierai de faire attention, comment on peut faire attention? Comment on peut faire ça, choisir le bon intervenant pour accompagner mon enfant comme sportif? C'est pas évident comme question. C'est sûr que c'est pas évident, mais c'est quand même pas très compliqué non plus. C'est-à-dire que déjà, j'irai aux premiers entraînements voir un peu comment ça se passe, l'attitude de l'entraîneur. Je parlerai à mon enfant aussi. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je crois qu'aussi, il faut parler beaucoup plus aux enfants, parler beaucoup plus aux entraîneurs, parler les uns avec les autres, c'est-à-dire créer une relation qui soit pas, ne pas laisser la relation exclusive se mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut accompagner, ça faire partie aussi de ce groupe, en fait. C'est un peu comme une équipe, et c'est comme dans une famille. Dans une famille, on a une équipe, on s'entraide, on se soutient, on se demande, on demande à l'autre comment il va, on essaie de comprendre pourquoi il veut faire ça. C'est pareil, je pense qu'il faut être un peu généreux dans la relation à l'autre, que ce soit avec son enfant, avec l'entraîneur. Et souvent, les parents, en tout cas dans le film, dans Slalom, là, les parents sont complètement absents. Et ils pensent justement que l'entraîneur, vu que c'est un entraîneur, il va faire les choses bien. Et que justement, ils peuvent un peu laisser aller. Et puis aussi, souvent, la relation entraîneur-entraîné, elle est excluante pour les parents. Parce que d'un seul coup, ils prennent le pouvoir. C'est-à-dire que presque d'un seul coup, c'est eux qui décident ce qui est bon pour l'enfant. Ce n'est plus le parent, c'est l'entraîneur. Et ça, c'est pas possible non plus. Ça doit être quelque chose qui doit être corrigé dans la boîte à outils. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu, toi, quand tu étais jeune sportive? Est-ce que tes parents, c'est ce qu'on voit dans le film, sans vouloir porter de doigt accusateur, là? Non, moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Moi, ma mère était quand même très présente. Mon père aussi. Moi, mes parents n'étaient pas divorcés. Donc, ça, c'est des choses que j'ai changé dans le film. Mais moi, je ne suis pas allée vivre chez mon entraîneur. Ça, c'est... Pourquoi tu sentais le besoin d'exposer? C'est une réalité. Bravo de l'avoir fait. Mais qu'est-ce qui t'a guidé dans ce choix si toi, tu n'avais pas vécu ça? C'est des histoires que tu avais entendues qui te disaient que les parents sont souvent absents? Alors... Moi, je l'ai vécu un petit peu quand même, parce que mes parents me laissaient quand même faire beaucoup de choses seuls. Donc, j'étais un peu dans un entre-deux, mais ils étaient quand même présents sans être présents. Enfin bon, donc je pense que j'avais envie de développer ça. Après, oui, je l'ai lu. J'ai lu le livre d'Isabelle de Mangeot, La tenniswoman, où elle raconte sa relation avec son entraîneur. J'ai lu aussi la biographie de Laure Mandou. Alors, elle n'a pas été abusée, en tout cas...
c'est pas du tout mentionné dans le livre, mais elle part habiter chez lui, voilà. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires d'athlètes qui partent habiter chez leur coach parce que d'un seul coup, c'est loin du domicile familial. Enfin, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Et on se demande pas ce qui peut se passer. Et c'est comme si presque les parents se disaient à ce moment-là, je vais pas regarder, comme ça au moins je suis sûre de pas découvrir une horreur. Voilà. Je vais regarder ailleurs, je vais me dire que tout va bien. Et puis, si jamais il se passe un drame, je serai forcément au courant. Sauf que non, c'est pas vrai. Le drame peut se passer, les parents vont pas être au courant. Et à un moment, il faut soulever le tapis. Il faut soulever le tapis pour être sûr. Si tout va bien, mais tout va bien. C'est pas grave, mais il faut soulever le tapis. Il faut aller voir ce qui se passe. Dans ton processus de création de ton film, Charlène, qu'est-ce qui a été le plus confrontant? La rédaction du scénario, le tournage du film, l'attente de voir le produit final et de le lancer, d'avoir les réactions. Qu'est-ce qui a été le plus confrontant pour toi? Tout. Tout a été confrontant à différents niveaux, à différents degrés. Tout était un challenge. L'écriture de ce film a été un challenge. Comprendre ce que j'étais en train d'écrire a été un challenge. Affirmer que moi-même j'avais été victime a été, je me souviens, quand il a fallu se poser la question, qu'est-ce que je raconte à la presse? Est-ce que je dis oui, que ça m'est arrivé? Est-ce que je dis non, c'est une histoire complètement inventée? Est-ce que je raconte un petit peu? Est-ce que je me livre un petit peu? Ça a été dur, ça aussi, de dire, bah oui, ça m'est arrivé. C'est difficile de dire ça. Hein. Donc ça a été compliqué. Faire le film, ça a été une grande joie, mais ça a été aussi très compliqué déjà parce que on avait très peu de temps, peu d'argent. Donc il fallait faire très vite. Il y avait une concentration comme ça d'énergie. Il fallait produire des choses un peu à la chaîne. Donc on n'avait pas le temps de digérer ce qu'on était en train de faire pendant le tournage. Donc ça, c'était aussi très, très, très intense. Et puis finalement, après, pareil, l'attente. C'est-à-dire une fois que le film est fait, avant d'avoir les premières critiques, il y a un espèce de temps où on envoie le film, notamment à Cannes. Et c'est un peu le test. C'est-à-dire que c'est un peu quand même un test. Comment le film va être reçu. Là, ça a été terrible. Là, j'étais Angoissant, hein? Très, très angoissée. Voilà, à ce que le film soit d'un seul coup montré, quoi. C'est-à-dire qu'on le fait pour soi, on travaille sur soi, on est en train d'analyser ce qu'on a vécu, on est en train de se guérir, on est en train d'affirmer, et puis après on le dit au monde entier, quoi. Donc là, il y a quelque chose d'un peu vertigineux. Voilà, mais donc tout a été confrontant, mais hyper enrichissant, hyper enrichissant. Et dans ce processus, à un moment donné, on en vient, j'imagine, à vouloir informer nos proches si les gens qui étaient autour de nous ne le savaient pas. Ça, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile pour toi? Est-ce que tu avais la crainte, comme tu l'as dit précédemment, quand tu étais toute jeune, que tu faisais des choses? J'avais peur qu'on ne me croie pas. Est-ce que là, encore une fois, tu avais cette peur-là que les gens ne te croient pas ou qu'ils te disent pourquoi tu n'en as jamais parlé? Oui, alors, pas qu'ils ne me croient pas, parce que je m'en fous, en fait, qu'ils me croient pas. Moi, j'ai fait ce film, c'était le plus important. Ils croient ce qu'ils voient maintenant, j'ai envie de dire. Donc voilà, puis en plus, j'avais pas vraiment envie d'en parler. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ce film, c'est bon, moi, je me suis guérie, j'ai compris ce que j'avais à comprendre, je raconte cette histoire de la manière dont j'ai voulu la raconter, avec la distance que j'ai choisi de mettre dans ce récit. Après, les gens se débrouillent avec ça, c'est plus mon problème, quoi. Enfin, les gens, j'ai pas envie encore d'avoir des discussions, et j'en ai pas eu d'ailleurs. J'en ai pas eu, et j'en voulais pas, et j'en veux pas. Après, j'aime parler des choses, par exemple avec vous, avec les institutions, pour essayer de faire bouger les lignes. Mais j'ai pas vraiment envie d'en parler dans l'intimité avec ma famille et tout ça. C'est-à-dire que ça changera pas grand-chose, quoi. Et je crois que tout est dit dans le film. En tout cas, ce que j'avais envie de dire, c'est dans le film, quoi. Je te demandais si tu avais peur qu'on ne te croie pas aussi, parce que souvent, ce que l'on entend des victimes, c'est un frein pour eux de faire ce coming out, parce qu'ils en viennent à se dire, les gens ne me croiront pas, et les gens vont me demander pourquoi je n'ai pas parlé plus tôt, pourquoi je n'ai pas parlé avant. Et alors, moi, justement, je me suis protégée de tout ça en faisant un film de fiction. C'est-à-dire que là, je ne demande pas aux gens de me croire ou de
de pas me croire. Je leur propose d'aller voir un film de cinéma, de faire un voyage sensoriel et de ressentir ce qu'a vécu Lise. C'est tout. Et une fois qu'ils ont ressenti avec Lise pendant 90 minutes ce qu'il a traversé, ils ont le choix ou pas d'en parler autour d'eux, de sortir des émotions d'eux. Et en général, c'est ce qui se produit. Les gens ont besoin de parler après le film. J'ai plein de gens qui me disent, on a parlé des heures avec ma compagne, avec mes enfants, on en a parlé, c'est dingue, on a parlé toute la nuit, on en a parlé le lendemain, et je me dis, c'est génial, tant mieux. Mais finalement, ça me protège aussi, ça m'a protégée. C'est pas mon histoire que je raconte une histoire qui est inspirée de ce que j'ai vécu et qui permet de faire réfléchir sur un sujet qui est pour moi extrêmement important et de faire exploser un tabou qui minait le monde du sport, qui est un monde que j'aime. Voilà. Après, en fait, je demande pas ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas. Le thème, est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que le thème qui définit Slalom, c'est l'emprise, la relation entraîneur-entraîné. Et peux-tu nous expliquer comment tu as réussi à transposer ça à l'écran? Parce que c'est pas facile. Toute la notion de zone grise, l'attirance parfois que l'on sentait dans le personnage, la jeune fille, parfois, on sentait qu'elle était attirée par Fred. Comment on réussit à démêler tout ça? Ouais. Ça a été très, très compliqué, très, très long. Et j'ai eu la chance d'être aidée par mon producteur, par Marie Talon, qui est une amie qui m'a aidée un peu dans l'écriture, par Antoine Lacomblaise, qui est un scénariste qui est aussi arrivé à un moment avec qui j'ai pu lui raconter. En fait, Marie et Antoine et Édouard, d'ailleurs, qui sont les 3 personnes qui m'ont vraiment suivi au scénario, c'est des personnes avec qui j'ai beaucoup parlé, surtout. J'ai beaucoup parlé et eux, ils m'ont aidé un peu à écrire. Et c'est un peu eux qui décortiquaient ce que j'étais en train de dire et qui m'aidaient à écrire, ou j'écrivais, je leur disais, est-ce que c'est bien, est-ce que tu comprends ce que je t'ai raconté l'autre soir? Et donc finalement, on arrivait à... Mais c'est vrai que c'est très très compliqué, surtout que j'avais envie de raconter cette histoire avec toutes les complexités, les ambivalences et les contradictions que ça comporte. J'avais pas du tout envie de tirer un fil qui simplifierait ce qui se passe. Donc, dans ma tête, je me suis dit, je vais faire un film très simple. Il n'y a pratiquement que 2 personnages. Il y a des personnages autour d'eux, mais c'est un face-to-face entre une athlète et un entraîneur. Je vais faire une histoire minimaliste, mais par contre, à l'intérieur de cette histoire minimaliste, je vais vraiment décortiquer toute la complexité de chaque sentiment. Et ce que je voulais montrer, c'est que souvent, en tout cas moi, c'est ce que j'avais vécu, une adolescente à 15 ans, on ne connaît rien à la vie. Donc, on ne sait pas si c'est bien, mal, si c'est vrai, pas vrai, si on doit aller là ou si on doit aller là. Et souvent, on fait quelque chose et 3 minutes après, on fait l'inverse. C'est-à-dire que où on ressent quelque chose, mais finalement, on fait l'inverse de ce qu'on aurait dû faire. Parce qu'en fait, on se cherche, on essaie de comprendre ce qui nous arrive. Et c'est rarement de manière organisée, quoi, de manière... comment dire, analyser. Il n'y a pas d'analyse parce qu'on est en train de vivre les choses. On est dans la pulsion, on est dans la spontanéité, on est dans les sentiments qui partent dans tous les sens. On essaye de démêler. Et c'est ça que je voulais vraiment essayer de décortiquer dans le scénario. Mais alors, j'ai fait ça quand même avec beaucoup de rigueur parce que je me sentais une responsabilité énorme de parler de ce sujet-là. Et ça aussi, ça me faisait peur. On parlait de la peur tout à l'heure. Et tout ça. J'avais aussi peur de me tromper, de mal raconter cette histoire, qu'on la comprenne à l'envers, que ça devienne contre-productif. Donc, j'avais une pression. Je me mettais à moi-même, je suis mise à moi-même une pression énorme pour être dans quelque chose de juste, quoi. Mais qu'est-ce que c'est, la justesse? C'est objectif, subjectif. Donc, il y avait sans arrêt ces questions-là. Et d'ailleurs, je me souviens, pour arriver à écrire cette histoire, j'ai tourné un court-métrage qui s'appelle Odolgori, où j'ai d'ailleurs testé la scène clé d'abus et d'emprise, d'ailleurs, enfin, plusieurs scènes dans un autre contexte qui n'a rien à voir. Mais c'était aussi une manière de me demander et de me prouver à moi-même que j'étais capable de filmer ça. Est-ce que je suis capable de raconter ça? Et c'était pendant l'écriture de Slalom. Je me suis dit, il faut quand même que je tourne des choses parce que si je ne suis pas capable, il ne faut pas que je le fasse, quoi. Ça peut être dangereux. Oui, tout à fait.
Je veux dire, donc il faut pas se tromper quand même. Il faut faire les Donc, choses. ce film, le premier que tu as fait, c'est un test, là. Tu Ouais, testais tes limites, là. ouais, non, exactement. Et, euh, et alors, attends, je voulais rajouter quelque chose là-dessus. Mais je sais plus. On est sur la responsabilité, mais ça, c'est quelque chose de... Oui, non. Et donc, pendant Odolgori, enfin, la prépa d'Odolgori, je n'arrêtais pas de me poser cette question. Est-ce que c'est un viol? La scène Ou est-ce d'Amélie, que c'est c'était un viol? consenti? C'est pas un viol. C'est un viol ou c'est pas un viol? Pourtant, c'est moi qui la raconte l'histoire. Je sais pourquoi je la raconte. Cette scène, je l'ai vécue. Mais pendant des mois, je me posais cette question tous les jours. C'est un viol, c'est pas un viol. C'est un viol, c'est pas un viol. Et un jour, je me disais, évidemment, c'est un viol. Mais le lendemain, je me disais, bah non, c'est pas un viol. Et le lendemain, je me disais, mais si, c'est un viol. Et donc, je me suis dit, en fait, et là, j'ai compris que ça, c'était la question qui posait problème et qui, justement, avait fait qu'on n'avait jamais fait vraiment de film ou qu'on n'avait jamais vraiment mis le doigt sur ce sujet-là de cette manière-là, parce que c'est très difficile de répondre à cette question. Mhm. Je me suis dit, il est là le sujet du film. Du coup, c'est ça qu'il faut que j'arrive à comprendre moi-même et à essayer ensuite de le décortiquer pour le faire ressentir au spectateur. Et c'est aussi là que j'ai compris que j'avais envie de faire un film de sensation et pas un film analytique où on observait d'un point de vue extérieur et juger les personnages et les faits. Je me suis dit, ça marchera jamais. C'est pas ça que j'ai envie de faire parce que d'un seul coup, ça devient trop objectif, subjectif, ça devient trop. Par contre, ce que je peux faire et qui me permettra d'être juste, c'est de faire ressentir au spectateur. Si j'arrive à faire ressentir ce que moi j'ai ressenti et ce que Lise ressent, ça sera forcément juste parce que le ressenti, c'est quelque chose qui est vrai. On l'a vécu, je l'ai vécu. Donc je peux pas me planter, quoi. Donc il y avait. OK. Alors que l'analyse, je peux me tromper sur l'analyse. Tout à fait. Tu as trouvé vraiment le bon équilibre parce que on navigue, là. On pourrait voir une agression pure et simple, mais on sent aussi ce que je nommais tout à l'heure, la jeune fille, on sent parfois qu'il y a aussi une attirance et jusqu'à quel point, justement, elle consent, ne consent pas. Alors moi, je trouve que l'équilibre, là, tu l'as vraiment bien, tu l'as très bien identifié. L'autre chose que je voulais savoir, il y avait une crainte qui t'habitait aussi, parce que tu l'as nommé précédemment, c'est-à-dire on n'avait pas beaucoup de moyens, donc les moyens financiers étaient limités. Ça a été difficile d'aller obtenir du financement pour faire ton film. Pourquoi? Parce que tu n'y croyais pas? Parce que les gens n'y croyaient pas? Un peu des deux? Non, moi, j'y croyais. Moi, même si j'ai mis du temps à comprendre ce que j'étais en train d'écrire, il y avait une force incroyable qui me poussait et j'étais prête à déplacer des montagnes pour arriver à faire ce film. C'était hallucinant. Moi, j'avais une espèce de certitude que c'était ce film que j'allais faire, que ça serait mon premier long métrage, que c'était ça. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu mystique là-dedans. Donc ça, moi, j'en étais convaincue. Par contre, j'ai commencé à écrire ce film en 2015. Donc c'était bien avant MeToo, qui est arrivé en 2017. Est-ce que ça a eu un impact? Alors oui, justement. C'est-à-dire que avant MeToo, j'ai très vite senti, avec mon producteur, on a très vite senti. Nous, on était persuadés que c'était très important de faire ce film, mais on s'est très vite heurté au silence des institutions, du cinéma, des commissions, des télés. C'est-à-dire que ça n'allait jamais. Elle n'était pas assez victime, il était trop prédateur, il n'était pas assez prédateur, les films de sport, ça marche pas, mais c'est pas un film de sport. En fait, tout le monde tournait autour du pot parce que personne n'avait envie de déterrer l'âge de guerre et de regarder sous le tapis et de se dire tiens, et si on parlait de ça? Parce que c'est quand même super intéressant. Donc, on a très vite compris que l'Omerta, elle était installée, elle était là, et que pour la faire bouger, ça allait être compliqué. Mais nous, on s'est accroché. Et je me souviens d'ailleurs, en 2017, donc en 2017, MeToo débarque en France, enfin débarque dans le monde entier, mais arrive par ricochet en France. Et là, je me dis, là, je sens qu'il y a quelque chose qui va bouger, quoi. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. D'un seul coup, déjà, j'ai l'impression que mon sujet va être compris, que d'un seul coup, mon sujet, les gens vont se dire c'est important, alors que 6 mois avant, les gens n'avaient pas envie que ça soit un sujet important. Ils avaient envie que ça soit un sujet qui reste silencieux. Et là, je pense que ça m'a redonné encore plus de force. C'est-à-dire que
parce qu'on a eu des échecs, tout le monde nous disait non, non. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, non, je suis sûre, je suis sûre, je suis sûre. MeToo, les gens vont comprendre, les gens vont comprendre. Et en effet, je pense que ça a commencé un peu à ouvrir la porte. En tout cas, certaines personnes se sont dit, ça serait peut-être bien qu'on aide ce film, parce que potentiellement, c'est quand même un sujet intéressant et important, même si on ne sait pas trop comment faire. En plus, j'étais une femme. Un premier film, une femme, avec un film de sport, avec des scènes crues quand même d'abus, tout ça, alors c'est compliqué. Hein, c'est-à-dire Ça aurait pu être perçu comme un règlement de compte aussi, là. ouais, il y avait tout ça qui était... mais je pense que ça a quand même finalement aidé un peu le projet à se faire. On n'a quand même pas eu beaucoup d'argent, hein, donc on a eu des aides, mais ça a été très timide. Du secteur privé? Du secteur privé, les aides que tu as obtenues? Non, c'était la région Rhône-Alpes, le CNC et une toute petite chaîne Ciné+, et c'est tout. Donc c'est très très peu d'argent. Trouves-tu, quand je t'entends nommer cette réalité, ce que ça allume en moi, c'est est-ce que nos élus sont assez sensibilisés? Est-ce qu'ils en font assez? Est-ce qu'on ne devrait pas en faire davantage? Ils auraient dû s'impliquer dans un projet comme ça, là. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais aujourd'hui, par contre, ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, pour le coup, en 2021, les choses ont vraiment changé. C'est-à-dire qu'en 2017, ça commençait juste. En 2018, les gens commencent à digérer qu'il va falloir en parler peut-être un jour. En 2019, ça commence à se tirer de tous les côtés dans le sport, dans le cinéma. Les femmes se lèvent, les victimes se lèvent et osent en parler. Et en 2020, on commence à prendre le problème à bras-le-corps. Donc quand même, il faut se réjouir parce je trouve qu'il y a quand même une vraie transformation de la société à ce niveau-là. Et je trouve que quand même les politiques, les institutions, ça y est, aujourd'hui, ils savent qu'ils n'ont plus le droit de faire l'autruche, ils n'ont plus le droit de faire comme si ça n'existait pas. Et ils ont le devoir de trouver des solutions, de parler des problématiques, de débattre avec la société, tout le monde, les victimes, les entraîneurs, le citoyen lambda, tout le monde doit prendre part à ce débat. Parce que là, d'ailleurs, là, ce qui est problématique aussi, ce qui a été problématique pendant des années sur ces sujets-là, c'est que la responsabilité, elle est collective pour moi. Absolument. Et donc, c'est la société tout entière, c'est presque l'humanité qui doit d'un seul coup se lever et dire il faut qu'on fasse quelque chose. C'est la même chose pour l'environnement. Les questions environnementales, pour moi, c'est la même chose. Tout le monde est responsable. Donc, il faut que tout le monde se questionne et que tout le monde fasse son petit travail et vienne poser sa pierre à l'édifice. Donc, aujourd'hui, moi, je trouve que, pour le coup, les institutions s'emparent du film ou du livre de Pierre-Emmanuel ou du livre de Vanessa Spinoza, Le consentement. Enfin, ça y est, les gens se servent de nos travaux, entre guillemets, comme des outils pour essayer d'ouvrir les consciences et de nommer le mal pour essayer justement de l'évacuer. Donc, c'est plutôt bien. Donc, je suis assez optimiste. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on ouvre les yeux. Et d'ailleurs, je pense qu'on est à tous les niveaux. Je pense qu'il y a un nouveau niveau de conscience là. On rentre dans une nouvelle un peu dimension qui va permettre, j'espère, à l'humanité de vibrer un peu plus avec l'autre, d'être un peu plus dans l'ouverture, dans le partage, dans l'amour, en fait, dans quelque chose de plus lumineux, quoi. Quand on observe l'actualité sportive depuis des mois, des années, il n'y a pas une semaine ou presque qu'il n'y a pas de scandales qui font les manchettes. Es-tu surprise, déçue? Comment tu réagis à ça? À quoi? À tous ces scandales qui sortent liés à la pratique sportive de différents types de violences? Non, je suis ni surprise ni déçue. Je suis pas surprise parce que je savais que ça existait, évidemment, et c'est pour ça que j'ai fait ce film. Je suis pas déçue du tout parce que si justement ces histoires ne sortent pas, les institutions ne prendront jamais à bras-le-corps le problème. Elles continueront à faire semblant que ça n'existe pas. Donc je suis plutôt très fière de ces personnes qui osent parler, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, parce que c'est pas un problème de genre, hein, que toutes les victimes arrivent à s'exprimer. Je suis très heureuse que les fédérations
nomme enfin les choses pour essayer de résoudre ces problématiques. Voilà, donc non, j'ai envie d'encourager, et je suis très heureuse aussi d'ailleurs de faire partie de cette vague, de ce mouvement finalement, malgré moi, parce que j'ai pas du tout fait ce film pour appartenir à un mouvement. Moi, j'ai fait ce film pour essayer de me guérir. Et je comprenais même pas ce que j'étais en train de faire, et c'était bien avant la vague MeToo. Il s'avère que là, il y a une concomitance d'événements, et que ça tombe, Est-ce que ça, moment. est-ce que ça te plaît qu'on t'identifie et qu'on te demande de t'impliquer de cette manière-là sur ce sujet? Alors, oui, ça me plaît. Je ne sais pas si ça me plaît, parce que moi, je suis pas très, je suis pas une militante. Le militantisme, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Par contre, je suis quelqu'un d'engagé. C'est pas la même chose. Et j'ai le devoir, je pense, après avoir fait un film comme ça, d'accompagner le film et de, par exemple, avoir cette discussion avec vous et avec d'autres, parce que j'ai fait un film pour ouvrir le débat. Et donc, si on me demande de participer, je sens que j'ai le devoir de dire oui et d'être là, d'être présente, parce que je pense que c'est une des premières et peut-être des seules manières d'arriver aussi à résoudre les problèmes, c'est d'en parler, c'est de partager des expériences, c'est de se livrer aussi, d'arriver à se livrer des fois dans son intimité, de dire voilà, moi j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça, et toi qu'est-ce que tu as vécu? Oh, tu as réussi à faire ça, génial, moi j'ai pas réussi, mais peut-être qu'on peut le dire à cette personne et qu'on va s'aider. Je pense que c'est comme ça qu'on grandit ensemble, on se déploie, quoi, on doit se déployer les uns avec les autres. Et donc voilà, donc je le fais plus par devoir que par plaisir, mais après, par contre, moi j'aime les gens, donc je suis très là, et réjouie de vous rencontrer, à rencontrer les autres, en tout cas. Tu as mentionné vouloir passer à autre chose maintenant. Qu'est-ce que cette autre chose? Vers quoi voudrais-tu aller? Alors, autre chose, c'est-à-dire que ça sera forcément le cinéma, hein, parce que je suis maintenant, ça y est, là, je suis sur des rails. Comme je dis, j'ai réussi à avoir mon petit passeport de cinéaste. Ça y est, j'ai ma carte qui est tamponnée droit de faire des films. Et donc ça, je vais m'en servir de cette carte, de ce passeport, de cette famille du cinéma qui m'accueille. Donc là, du coup, j'ai plein de projets. Avec des gens formidables que je coécris à chaque fois parce que j'aime la coécriture. Moi, j'aime pas du tout écrire seule, parce qu'encore une fois, j'aime l'échange, j'aime parler, j'aime l'autre. Voilà. Et c'est vrai, alors c'est des sujets, c'est marrant, c'est des sujets qui m'ont choisi, encore une fois. C'est pas forcément des sujets que j'ai choisis comme ça, de manière consciente. C'est des choses qui sont arrivées à moi, des rencontres, et on retrouve évidemment des thématiques, je pense, qui font tellement partie de moi que ça va me poursuivre pendant encore un moment, je pense, dans ma carrière de cinéaste. Mais là, je prépare notamment un film sur Oksana Tchenko, qui a été une des cofondatrices du mouvement Les Femmes, et qui a mis fin à ses jours en 2018 à Paris, qui était donc politique. Et donc, je suis en train de travailler sur ce film, et ça sera le portrait d'une femme rebelle, engagée, libre, amoureuse, et voilà. Donc encore une fois, ça sera un film, je pense, qui va réveiller les consciences, qui va susciter le débat, qui pointe du doigt certaines incohérences de notre société, qui encourage aussi le courage justement de mes héroïnes, et notamment d'Oksana Tchenko, que j'ai envie de faire revivre dans ce film. C'est un film qui va parler aussi d'injustice, qui va parler de plein de choses comme ça très fortes. Voilà, donc là je suis immergée dans ce projet, et je crois que c'est une belle suite pour Slalom aussi. Ben oui. C'est encore l'histoire d'une battante, d'une héroïne, c'est encore une histoire de résilience, c'est encore une histoire de liberté, de violence quand même aussi, mais peut-être avec, pour le coup, par rapport à Slalom, une dimension politique qui n'était pas dans Slalom, et là qui va exister dans le film, même si ça reste aussi
un portrait sensoriel quand Mhm. même, et organique, quoi, comme slalom. Donc voilà. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter à nos jeunes sportifs et nos jeunes sportives, Charlène Favier? Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Ben, il faut qu'ils continuent à faire du sport et j'espère dans des conditions qui seront favorables, qui seront bienveillantes, qui seront saines. Euh, euh, il faut aussi quand même leur dire qu'il faut ouvrir les yeux, arriver à dire non, arriver à dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui arrive, qui ne devrait pas arriver, il faut le dire, il faut en parler. C'est là où aussi la responsabilité elle est collective. Il faut que tous on s'apporte de la force pour pouvoir dénoncer ce qui n'a pas lieu d'être. Et on n'a pas le droit de consentir à quelque chose qui nous abîme. Et ça, c'est quelque chose de super important. Et ça, c'est valable dans le domaine du sport, mais c'est valable dans tous les domaines de la vie. Et ça, c'est un message universel qui est très important et qu'il faut quand même toujours avoir dans un coin de la tête. Et c'est quelque chose qu'on devrait apprendre d'ailleurs à nos enfants à l'école. Qu'est-ce que c'est que le consentement? Qu'est-ce que c'est que le désir? Quand est-ce qu'on dit oui? Quand est-ce qu'on dit non? Quand est-ce qu'on se protège? Quand est-ce qu'on se libère? C'est des choses simples, mais qui devraient être, qui devraient être dans notre petit manuel d'apprentissage. Absolument. Pour rentrer dans la vie, quoi, dans la vie active. Et toi, qu'est-ce que nous pouvons te souhaiter? Bah écoute, de continuer à faire des films, de continuer à faire des films, de continuer à brasser comme ça des sujets essentiels pour continuer dans cette voie, quoi. Merci beaucoup, Charlène Favier. Ça a été une discussion vraiment appréciée sur un sujet très important et tu le traites d'une manière... c'est toujours paradoxal de dire ça de ton film, mais c'est un beau film sur un sujet où l'on pourrait pas penser utiliser le mot beau, mais c'est vraiment un beau film qu'il faut voir. Alors, Charlène Favier, réalisatrice de Slalom, merci beaucoup. Bonne poursuite dans tes projets. Merci. Ciao.